Aïe. Je vais commencer à boire le jus comme les tasses de l'inconnu. Salut guys, on dit quoi? Aujourd'hui on va faire une vidéo assez spéciale, une vidéo plutôt intéressante. Bon bref, selon moi, on va essayer de fabriquer aujourd'hui une sorte de VPN. Bon, c'est pas un VPN qui sera sophistiqué comme NordVPN ou PureVPN ou Camel VPN. Je sais pas si ça existe. Donc, on va faire un truc assez simple. On va faire ce qu'on appelle du reverse proxy. Le reverse proxy, c'est quoi? Je vais prendre un exemple très simple qui va nous mettre en contexte, en fait. Supposons que je suis en classe et il y a une go de ma classe à qui je veux parler, en fait. Comment ça se passe? Si j'ai pas le courage d'arriver voir la personne pour parler directement, je vois mon combi du même banc, je lui dis que bon, ok, est-ce que tu peux aller voir la go là pour essayer de parler avec elle à ma place? C'est-à-dire, je transmets un message qui passe par mon combi qui arrive là-bas. C'est un peu comme ça que fonctionne un VPN en fait. Quand on vous dit un VPN, vous délocalise de l'endroit où vous êtes. C'est-à-dire qu'en temps normal, quand vous faites une requête, vous ne faites pas une requête en étant au Cameroun, vous faites une requête en étant, je sais pas, en France ou en tout ce genre. C'est le même principe en fait. Quand vous voulez un peu embrouiller la go et tout ça, vous écrivez un message, ça passe par le combi avant d'arriver là-bas. Ça arrive là-bas, bon, la go derrière, il faut qu'elle demande encore pour être sûr d'où ça vient parce que quand le compte vient donner, elle doit encore demander quelle est la source avant d'arriver à la personne idéale. Donc le VPN fonctionne un peu dans le même principe. Et aujourd'hui, je me suis dit que ça aurait été intéressant de fabriquer une sorte de... un truc qui tourne dans le même sens en fait. Ouais, ça peut être intéressant je crois. Donc, on va faire ça. Comme d'habitude, c'est du live coding. Il n'y a pas de cheat derrière, il n'y a pas de préparation derrière. Donc, je serais peut-être amené à faire des erreurs ou un truc de ce genre. Donc, let's go. Je vais créer ici un dossier que je vais appeler comment? Comment est-ce qu'on peut appeler le projet là? Rivo. Rivo pour Reverse Proxy. Alors, je vais setup un projet en mode Python. Je vais travailler sur Python, bien évidemment. Non, je vais pas faire ça en C. Désolé. Arrêtez de fantasmer. Je vais pas faire ça en C. Donc, ici, à l'intérieur, je vais créer d'abord... On va setup un vrai projet, hein, un peu comme si on travaille sur un projet Python et tout. Je vais setup le fichier requirement. Je vais créer le fichier main.py. Je vais créer le fichier utils.py. Quoi encore? Readme. Bon. Pourquoi pas? Readme.md. Donc, j'ai mes fichiers qui sont créés. Je vais d'ores et déjà entrer à l'intérieur pour commencer à travailler. Donc, idéalement, ce que je vais faire, je vais vous expliquer ce que je cherche à faire. Je vais essayer de faire une sorte de... d'application qui va tourner sur Flask, en fait. Alors, comment ça se passe? J'aurai une sorte d'API qui va recevoir une requête qui vient de moi. Ok? Mais, l'API en question va faire la requête à ma place encore et me donner la réponse qui est censée arriver chez elle. Je ne sais pas si vous voyez ce que je te dis. Dans l'exemple que j'ai pris précédemment là, l'API en question que j'ai essayé de faire fonctionne un peu comme mon combi. Mon combi dont j'étais en train de dire que je vais draguer une go, je vais envoyer un message à une go, je passe par lui. Très souvent, on peut même rendre encore la chose un peu plus complexe. Si je dois expliquer peut-être le fonctionnement de Tor, pour ceux qui connaissent Tor, le navigateur pour aller sur le dark web. Ouais, pour aller sur le dark web. Dans ce cas-ci, si je dois faire une similarité ou bien on va dire transposer ça à mon exemple précédent, c'est un peu comme si je vais envoyer un message peut-être à une go en classe. Ok? J'envoie le message à un combi. Il reçoit mon message. Il sait qu'il doit envoyer à un combi 2. Ok? Il me connaît. Il sait qu'il doit envoyer un combi 2. Il envoie au combi 2. Le combi 2 connaît le combi 1. Mais le combi 2 ne me connaît pas. Donc, c'est ça qu'on appelle dans le réseau Tor les nœuds. C'est-à-dire qu'on passe d'un combi à un autre, jusqu'à ce que ça arrive à la go. Et quand la go reçoit le message, elle ne sait même pas d'où ça vient. C'est vraiment que ça vient du combi N+1, N+7, par exemple. C'est un peu comme ça que Tor fonctionne. Mais dans notre cas, si le VPN, c'est un peu différent. Très souvent, les VPN, c'est avec un seul nœud, en fait. Très souvent. Genre, on a une autre personne qui fait la requête à notre place et donne les résultats. On a dit, allez, notre VPN pour accéder à Netflix ou un truc de ce genre, c'est presque pareil en fait. Donc, ici dans le requirement, j'aurais besoin de quoi? J'aurais besoin de Flask. Donc, je vais mettre Flask comme un élément dans le requirement. Dans main,
Dans main, je vais setup mon projet Flask en fait. Et pour pouvoir faire cela, je vais commencer à coder un endpoint tout simple. Donc premièrement, je vais mettre from, je sais pas si c'est bien zoomé. Ok. C'est franchement zoomé. From Flask, import, Flask. Ok. Pour ceux qui ne connaissent pas Flask, Flask c'est un peu comme une sorte de micro-framework pour pouvoir créer les API de façon très simple et on va dire assez rapidement en fait. À la différence de Django qui est carrément tout un framework complet, compact, monolithe. Django est, bref, on va essayer comment ça à parler de Django ici, c'est comment jamais arrivé. Donc ici je vais spécifier la route en fait. La route, ça sera la route de base. Je définis la méthode que je vais appeler index et à l'intérieur de index, bon, on va faire un truc d'abord tout simple, ok. Je vais retourner un message genre Flask is running, ok. Ça c'est un truc tout simple. Maintenant que j'ai défini ma méthode, il faut maintenant que j'appelle app et lancer le run. Donc pour ceux qui ne connaissent pas ça, on appelle ça un décorateur. Donc toutes les instructions qui commencent par arrobas sont des décorateurs. Ça c'est un décorateur qui découle de Flask pour dire qu'il s'agit d'une route. Et à l'intérieur, juste après, il y a des méthodes qui vont être exécutées dans le décorateur par rapport à la route. Bon, peut-être ça peut faire l'office d'un autre tutoriel, je sais pas trop. Bon, ici maintenant, je vais faire un truc assez tricky. Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de dire que si c'est le fichier ci qu'on appelle, ok, si c'est main qu'on appelle, alors je vais lancer l'application qui sera en train de tourner directement avec le app.run ci. C'est juste à ça que c'est le if name main ci. Ça fait que si jamais ce fichier est importé dans un autre fichier, toujours dans le projet Python, si je l'importe, cette partie ne va pas s'exécuter parce que je suis pas en train d'appeler le fichier directement. Donc, on va essayer de voir un peu ce que ça donne. Hein. Je vais créer mon truc ici. Bon, je vais un peu dézoomer pour qu'on puisse... Voilà. Donc, je suis dans Revo. Ok. Je suis dans Revo. J'ai mes différents fichiers. Je vais essayer de démarrer l'autre. Mais avant ça, je vais setter mon environnement de développement avec virtual env. -p, je spécifie la version de Python. J'appelle ça venv. Ensuite, je vais activer avec source venv bin activate. Ensuite, je vais faire un pip install directement dans les requirements. Donc, ça va m'installer directement Flask dans les requirements. Ouais. Ensuite, vous allez remarquer que j'aime beaucoup combiner les commandes. C'est assez fun, c'est assez intéressant de combiner toutes les commandes et d'avoir ça qui s'exécute automatiquement. C'est top en fait. C'est wow. Tu n'as pas à entrer ça plusieurs fois. Bon, c'est quelque chose que j'aime faire, hein, beaucoup plus par simple paresse, mais donc ici, je vais exécuter python main.py. Donc je lance l'exécution. Il va setup l'environnement, il va installer Flask dans l'environnement, et ensuite il va lancer main.py. Ça prend un peu de temps. On va le jeu en attendant. Ok, nice. Là, j'ai mon API qui a commencé. Regardez comment c'est simple avec Flask. What the fuck. Tu as juste à définir le endpoint, ce qui va se passer. Et ça, oh putain, c'est beau. Donc, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais taper une requête en mode CURL. Bon, j'appelle ça curl. J'appelle ça CURL. Moi, j'appelle ça CURL. Curl, c'est comme si quelqu'un écrivait curl. C'est bizarre, quoi. Bref, ok. CURL, je vais taper ce endpoint ici pour être sûr que ça m'affiche Flask. C'est quoi ça? Ok, on va mettre un truc plus cool, mon frère. C'est quoi ça? Ok. Docker is an idiot. Ça me semble plus intéressant, plus logique. Je crois. Hein? Donc, je vais faire directement appel à ça. Et je vais spécifier 5000. Ah, ok, c'est normal. Ce qui se passe, c'est que j'ai pas mis... Bon, il y a deux choses. Premièrement, je devais relancer l'application dans ce sens-ci, dans cette logique-ci. Mais une autre façon aurait été que je set up le Flask en mode debug.
Si je faisais ça en mode debug, ça allait reload quand je vais faire une modification. Alors pour setup le mode debug, c'est pas compliqué. Dans run ici, on ajoute debug égale à true. Ouais. Sur Python, true, c'est avec la majuscule. Et tu voulais quoi? Tu voulais que ça soit minuscule? Non, 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 on est sur Python ici. On n'est pas sur le petit C ou je sais pas trop quoi. Donc, quand j'exécute, tu vois, là, maintenant, on a debugger is active. Donc, si je fais une modification, ça sera directement appliqué ici. Si j'appelle encore, je vais dire que is un idiot. Si je viens ici, je fais une modification spécifique. Sanix. Ouais. Directement, on a un reload qui s'est fait. Mais si j'appelle directement, ça sera plutôt Sanix à la place. Ok, maintenant, nous venons de faire la partie basique de notre API. C'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est de pouvoir créer notre VPN. Notre VPN qui va émettre la requête à notre place pour pouvoir avoir les résultats à partir de notre adresse IP. Je vous contextualise un peu la chose. Supposons que vous avez un serveur qui est peut-être aux États-Unis. Et le serveur aux États-Unis a une adresse IP qui est reconnue comme étant une adresse IP des États-Unis. Vous êtes au Cameroun, vous voulez accéder à, je sais pas, un Netflix particulier ou bien au match de Ghanou par exemple. Vous n'avez pas accès au Cameroun parce que vous ne l'avez pas soutenu pendant qu'il était en train de souffrir en France. Vous étiez seulement dans votre coin, vous avez attendu qu'il réussisse. Bon, je suis en train de m'égarer là. Bref, j'étais en train de dire que si le serveur est en France par exemple et que vous tentez de mettre la requête au niveau du Cameroun, quand votre requête va arriver en France, ça sera votre serveur qui va faire la requête à votre place. Ok, quand il va faire la requête à votre place, le service va le répondre en sachant que non, je suis en train de répondre à quelqu'un qui se trouve en France ou aux États-Unis, non au Cameroun. Quand le service va récupérer la réponse là, il va balancer ça directement à vous qui êtes loin au Cameroun. C'est un peu comme ça que fonctionne le VPN. J'ai eu expliqué ça au début avec le principe du combi qu'on veut draguer la go et tout ça. Je ne sais pas si vous êtes en train de follow un peu ce que je suis en train de raconter comme connerie depuis le début. Qu'est-ce que je raconte? Enfin bref, pour pouvoir faire ça, on va gérer autrement en fait. Il y a des choses qu'on va devoir appeler, des trucs supplémentaires. Alors, d'abord, premièrement, au niveau de Flask. Flask. Voilà, Flask. Come on. J'ai toujours un problème avec la combinaison des consonnes dans une phrase ou dans un mot. Flask. Flax. Fax. Ah, come on. Ok, ici on va appeler request. Ok. Request, c'est ce qui va nous permettre de décomposer la requête en question. Donc, à l'intérieur du décorateur, on va pouvoir décomposer la requête en question, savoir s'il s'agit d'une requête get, occuper tel paramètre, faire ceci, faire cela, et monter, descendu, monter, descendu. Donc, comment est-ce qu'on va gérer ça? Bon, supposons que le paramètre qu'on est en train de passer, au niveau de la route va représenter, on va dire, le chemin vers lequel on est en train de vouloir partir. Déjà, c'est une bonne idée ça. Bon, déjà, si ici, on met par exemple path, ok, path ici. Et maintenant ici, à l'intérieur, on aura le paramètre path qui va entrer. Ce qu'on va faire, c'est que premièrement, on va d'abord vérifier qu'il s'agit d'une requête de type get. Ok, on va faire if request.method égale get. Ok, si ça c'est une requête de type get, on va créer notre objet response, c'est-à-dire notre objet response qu'on va retourner au niveau de l'utilisateur. Alors notre objet response va être égal à quoi? Ça va être égal à bon. Ok, pour construire notre objet réponse, on doit pouvoir émettre la requête au niveau du serveur. Et pour émettre la requête au niveau du serveur, on va devoir ici appeler un autre module pour pouvoir faire les requêtes qui s'appelle request. Donc, en temps normal, ici j'ai eu un fail. C'est normal parce que quand j'ai eu à enregistrer le fichier directement automatiquement, il a dit que comme il y a un problème, il y a une erreur quelque part. Et c'est quelque chose qui est super cool. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, premièrement, on va aller modifier le fichier requirement. Donc, ici, on va ajouter request. Ok. Request, c'est une librairie en Python qui permet de, disons, enregistrer
à faire des requêtes en fait. Qu'est-ce que je raconte? Faire des requêtes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je suis en train de construire ma réponse ici. Je construis ma réponse en émettant la requête à la place du serveur. C'est-à-dire, moi je fais une requête, mais le serveur fait une autre requête à sa place, à ma place, à ta place, à votre place, à notre place. Je conjugue le verbe à notre place. Ok, ici je vais appeler request. Ok, request que je vais appeler en mode get, parce que je suis dans une méthode de type get. Attention à ne pas confondre. Ce request-ci n'a rien à voir avec ce request-ci. Ce request-ci vient de Flask. Et ce request... Attendez. Waouh. C'est mieux. Ouais, c'est trop cool. Enfin bref. Je disais, donc, ce request-ci est différent de ce request-ci. Ce request-ci vient de Flask. Ok. Il permet d'entrer, de connaître tout ce qui se passe dans la requête qui vient d'être émis. Il fallait faire une grosse boule en français ici là. Alors que ce request, lui, il est différent. Ce request, c'est une librairie qui est complètement à part, qui n'a rien à voir avec Flask, qui permet de faire des requêtes, en fait, à partir d'un code de Python. Donc, actuellement, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de vouloir construire ma requête, la réponse de ma requête, au niveau du backend. Donc, supposons que c'est quel site? C'est Google, par exemple. Je sais pas, je dis n'importe quoi. Google.com. C'est mieux Google. Non, je vais pas utiliser Google. J'ai une meilleure idée. Je vais appeler... Ok, je sais ce que je vais faire. Donc, je vais appeler CURL Info. Je ne sais pas si vous connaissez ipinfo.io. ipinfo.io, c'est quelque chose qui vous permet de connaître votre adresse IP et un certain nombre d'informations qui concernent votre ordinateur. Donc, si en temps normal ici, vous faites CURL IP info, vous allez avoir une sorte de JSON qui va vous dire, qui va vous donner toutes les informations sous forme de JSON, c'est-à-dire votre adresse IP, votre ville, votre région, votre pays, votre localisation. Ou... Je ne suis pas en train de donner trois informations là, en ce qui me concerne. Non, je ne pense pas, ça va aller. Voilà, vous savez pourquoi ma connexion est merdique. Bref, donc CURL info, IP info, c'est en fait ça. En fait, il y a des services qui sont encore plus sophistiqués, mais je pense qu'on va utiliser ipinfo pour pouvoir gérer notre reverse proxy. En fait, l'idée finale, c'est de pouvoir se rassurer que, comme nous sommes en train de mettre la requête là, ce que nous sommes en train d'obtenir en termes de réponse va changer en fonction de l'endroit où le code ou le backend est en train d'être exécuté. Ok. Donc, je fais mon request. Mon request, j'appelle mon ipinfo. Derrière, je vais exclure certains headers. Ok. Content encoding. Quoi d'autre? Content type. Content length. Parce qu'on n'est pas sûr de la quantité qui arrive. Bon, j'imagine que vous savez ce que c'est que des headers, quoi. C'est un peu ce qui arrive en tête de la requête, de la réponse. Ok. Et ici, je vais ajouter transfert. Ça va être transfert encoding. Transfert encoding. Et ici, je dézoome un peu. Et ici, connection. Ok. Ok, je viens de dire quels sont les headers que je veux exclure. Ok, quoi d'autre? Que je vais exclure dans la réponse, bien évidemment. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un fake header name value for name value in response dot row dot headers dot items if name.lower not in yes. Je vais expliquer après ce que je suis en train de baragouiner ici là. Dès que Sonic est en train d'écrire des choses bizarres.
Bon, c'est vrai que j'ai fait ça en une ligne, je pourrais faire ça en plusieurs lignes. Mais bon, c'est plus nice comme ça, non? Ou bien. Alors, ce que je fais, c'est que, premièrement, ici, à la ligne 12, c'est que je crée ce qu'on appelle des headers que je vais exclure dans la réponse, en fait. Dans la réponse que je vais renvoyer à l'utilisateur qui est en train de vouloir utiliser le VPN en question. OK? Et je construis les faux headers justement ici. Alors, ces faux headers ici, c'est une boucle que je fais sur tous les headers qui se trouvent dans la réponse initiale ici. Alors, si jamais un élément qui est à l'intérieur de exclude header se trouve à l'intérieur des headers qui viennent de la réponse, alors je vais les exclure. Je sais pas si vous voyez ce qu'on te dit. C'est genre, j'ai 3 morceaux de manioc. Hein? Que je te dis que si je reçois tout un sac là-bas, je ne veux pas qu'il y ait des maniocs dedans. Tu vois un peu? Et maintenant, quand ça arrive, je guette à l'intérieur du sac. J'ai que voir qu'il y a le manioc, j'enlève. Et je donne le sac sans les maniocs, seulement les patates, les bananes. C'est quoi cet exemple pourri? Enfin bref, donc j'ai les headers que je suis en train de constituer. Ensuite, je construis ma réponse avec l'objet, la fonction, l'objet par cas. Donc, à l'intérieur, je vais mettre le contenu de la réponse que je viens de mettre. Ensuite, le status code. C'est ça, non? C'est status.code ou c'est status code? Request status code. Ouais, c'est ça. Ensuite, j'appelle headers. Donc, j'ajoute les headers dans la réponse que je suis en train de fabriquer, en fait. Je ne sais pas si tout le monde comprend un peu ce que je suis en train de dire. Ça a l'air un peu compliqué, mais ça ne l'est pas. Ça a l'air un peu compliqué, mais ça ne l'est pas. Come on, man. Ok, yeah. Ici, et ici, maintenant, je retourne. Réponse que je viens de créer directement ici. Aussi simple que ça, guys. Normalement, là, je viens de construire mon VPN. Du moins, la version la plus banalisée possible, avec le moins de fonctionnalités possible, le moins de redirections possible. Ici, on n'a qu'un seul point qui fait la requête à notre place. Je vais encore réexpliquer de façon un peu plus rapide ce qui se passe ici. Bon, il faut d'abord que je sois sûr que ça marche. Je suis en train de mimba comme ça, on fait comment ça marche pas. Ok, d'accord. Donc, premièrement, j'ai mon IP info qui me retourne ceci. Je vais lancer Python. Request n'est pas encore installé, right? Ok, ça dit qu'il faut que j'installe request. Donc, pour ça, je vais encore relancer le pip install les requirements. Le requirement de débat, de début là. En fait, ça va m'installer request. Pendant que je. Et boire quand même. Bon, maintenant je lance mon Python main.py. Ok, il n'y a pas de bug. Si je viens ici et que je lance encore ceci, missing one parameter. Holy shit. Le pad ci n'a pas lieu d'être là. C'est tout à fait normal. C'est normal que ça va bugger. Ah ouais. VS n'est pas bien formaté. J'espère que vous savez que CURL, quand vous écrivez CURL, lui-même il met automatiquement que ce soit le HTTP ou le HTTPS et consort. Donc j'exécute encore. Response is not defined. Nice. Donc je dois appeler mon response ici. Nice. Vous voyez comment le mot debug est sexy. Vous faites une modification, ça applique directement. Bon, ça c'est aussi parce que je suis sur le terminal et que je suis en train d'utiliser Vim. Si j'étais sur PyCharm, VS Code ou autre chose, ça aurait été plus nice. Ouais, je suis au courant. Je suis au courant. Donc, ok. Donc, je lance encore. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe là? Toute notre magie vient d'opérer. On vient d'avoir le résultat d'une réponse qui a été faite par notre serveur et non nous. Donc, nous faisons appel au serveur qui fait appel. Ouais, un peu. Je sais pas si vous voyez un peu le. Comment c'est cool. C'est nice.
Dans le temps normal, ce que je vais faire maintenant que j'ai ce bijou, c'est que... qu'est-ce que je vais faire? Ça aurait été intéressant que je le fasse tourner sur un serveur à moi. Ok, guys. C'est cool, non? Donc, je vais me connecter à un serveur personnel. Je vais pas montrer comment est-ce que je fais. On n'a pas trop confiance en vous, les gars. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais créer je vais créer ça en tant qu'un repository Git. Ok. Status. Je vais créer le fichier touch git ignore pour pouvoir mettre à l'intérieur. Bref, vous avez compris quoi. Ne dites pas que oh. Ok. À l'intérieur de git ignore, je vais ajouter env. Ok. Et c'est à l'intérieur que je vais pouvoir faire les requêtes. Bon, c'est à l'intérieur que je vais pouvoir ajouter tout ce qu'il faut pas, tout ce qu'il faut, tout ce qui doit être ignoré. Come on. So, j'ai tout ce qui a été fait là. Ok, j'ai des soucis pour accéder à mon serveur personnel. Je ne sais pas trop pourquoi. Bon, vu que c'est off topic, je pense que vous avez compris un peu le principe ici derrière. Donc, en temps normal, là maintenant, si je lance le service ici, si je lance, j'ai une idée, mes gens, j'ai une idée. L'idée là est trop un genre. Si ici je lance, le truc en question, ok, et que j'utilise un tunneling, comment est-ce que ça peut se comporter? C'est vraiment off topic. Hein. À ce moment, si nous avons déjà créé notre service de VPN en question, non, ok, il suffit juste de faire tourner ce service dans un serveur localisé quelque part aux États-Unis ou je sais pas trop. Et maintenant, toutes nos requêtes seront portées directement par le service en question. Bien sûr, il faut spécifier l'argument du site vers lequel on veut avoir accès. Dans l'autre cas, on a fixé dans le code que c'est vers IP info qu'on veut aller, en fait, en spécifiant ceci. On aurait pu créer une variable dans un paramètre ici. Si on aurait pu créer une variable dans le chemin, comme j'ai d'abord commencé à le faire avec Pat avant de refuser. On met le chemin vers lequel on veut aller. Et maintenant, le service il va exécuter nos requêtes à notre place. Et quand il aura fait ça, il va nous retourner le résultat automatiquement. Bon, j'aurais pu gérer avec localhost pour pouvoir faire le tunneling. C'est-à-dire créer un tunneling vers le port 5000 qui est en train de tourner ici. Et faire appel à ça via une autre personne. La personne va se rendre compte que ce n'est pas sa même adresse IP qui est en train d'être appelée. Mais bon, là, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai essayé d'être le plus bref possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou bien dans les messages ou n'importe où. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'espère que cette vidéo a été bref, instructive et vous a aidé à comprendre un peu comment fonctionne les VPN en gros avec les exemples que j'ai eu à prendre à gauche, à droite, à gauche, à droite. Merci et je vais vous laisser. Je continue à boire mon coca. Ciao.